Paris, mars 2011. Des participants à une manifestation contre la scientologie sont violemment agressés. Alors voilà, on s'est fait agresser par des scientologues, donc c'est bien la liberté d'expression. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, par un monsieur qui a amené ses 2 filles dans une secte qui tue des gens. C'est pas là le problème. Bravo. Dans le monde entier, la scientologie combat ses opposants, les autorités et les médias, grâce à son propre service de renseignement, l'OSA, le Bureau des Affaires Spéciales. L'OSA est l'un des services de renseignement les plus anciens qui soient. Il est en activité permanente depuis plus de 50 ans. L'OSA est à la scientologie ce que la Stasi était à l'Allemagne de l'Est. Nous avons voulu savoir ce que cachait ce service spécial de la scientologie. Nous voulons découvrir pourquoi la scientologie a besoin d'un service de renseignement et quel est son rôle. Selon le discours officiel des scientologues, l'OSA est le service en charge de la communication et des affaires juridiques. Mais la réalité est tout autre. Buchautal, un petit village en Allemagne. Le pasteur Thomas Gando, à gauche sur l'image, est l'ancien commissaire aux sectes pour l'église évangélique de Berlin-Brandebourg. Il reçoit régulièrement la visite de l'américain Gary Armstrong, un dissident de la scientologie. Dans les années 70, Gary Armstrong était un proche collaborateur de Lafayette Ronald Hubbard, dit Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie. Celui-ci a même été témoin à son mariage. À l'époque, Gary Armstrong écrivait une biographie du dirigeant de la secte. Au cours de mes recherches, j'ai recueilli des informations montrant que cet homme avait menti toute sa vie. Il avait menti au sujet de sa famille, de ses études, de ses qualifications. Il prétendait notamment être physicien nucléaire. Il avait menti sur toute la ligne, si bien que toutes mes croyances au sujet de la scientologie se sont effondrées. Il ne s'agit pas du tout d'une organisation éthique, au contraire, elle va à l'encontre de tout sens moral. Depuis qu'il a quitté la secte au début des années 80, Gary Armstrong s'est engagé au niveau international dans une sorte de guérilla contre la scientologie. Depuis 30 ans, l'OSA ne le quitte pas d'une semelle. Même dans le petit village de Buchautal, il a été placé sous surveillance depuis son arrivée. L'OSA met en œuvre des moyens considérables pour l'espionner. Au printemps 2003, le pasteur Thomas Gando et Gary Armstrong sont en route pour Berlin, où ils vont participer à un office religieux. Soudain, une voiture arrive à leur hauteur et un inconnu braque un appareil photo sur eux. On a vu l'homme à bord de cette voiture nous prendre en photo. On a cru qu'il avait un revolver. Ça faisait froid dans le dos. Les médias se sont largement fait l'écho de cette chasse à l'homme. L'auteur des faits, un agent immobilier berlinois, est finalement condamné pour harcèlement. La scientologie reconnaîtra d'ailleurs l'implication d'un de ses membres dans cette affaire. Je n'ai jamais vécu ça avant. La scientologie est la seule secte qui m'ait agressé physiquement. Gary Armstrong rassemble depuis longtemps des rapports au sujet d'incidents similaires. À ses yeux, cette poursuite sur l'autoroute n'est pas un cas isolé. Je pense qu'ils sont prêts à tout pour la scientologie. Ils pourraient commettre n'importe quel crime. Si la scientologie et son dirigeant, quel qu'il soit, subissent une pression toujours plus grande,
alors il est vraisemblable que cela va mener à une catastrophe, à des assassinats. Ce petit village du Brandebourg pourrait-il devenir la cible des scientologues? La scientologie a tissé sa toile à l'échelle planétaire. Elle a mis en place des organisations satellites presque partout, soutenues par l'OSA. Sur Internet, elle se présente comme une structure complexe, une vaste nébuleuse composée d'une multitude d'associations et d'entreprises. La scientologie est créée en 1954 par l'américain Ron Hubbard, un auteur de science-fiction. Elle se donne pour objectif de clarifier la planète et d'instaurer une nouvelle civilisation sans maladie mentale, sans criminels et sans guerre. Le fondateur affirme que la scientologie possède la seule technologie capable d'assurer la survie de l'humanité. Elle s'appuie notamment sur l'audition des adeptes, une séance pseudo-psychanalytique effectuée à l'aide d'un électromètre, une sorte de détecteur de mensonges. Selon ses détracteurs, cette méthode est comparable à un lavage de cerveau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ron Hubbard travaille dans les services secrets de la marine américaine. Par la suite, il installe son quartier général à bord d'un navire. D'après lui, il serait nécessaire d'enfreindre les lois pour atteindre les objectifs que s'est fixés la scientologie. Le mensonge, le vol et la corruption, ainsi qu'une série d'autres délits seraient donc permis dans le but de sauver l'humanité. C'est précisément dans cette optique que Ron Hubbard fonde son propre bureau de renseignement dans les années 60, qu'il appelle au départ le Bureau du Gardien. Très vite, plus de 1000 agents et informateurs collaborent avec ce service. Ron Hubbard leur fixe des objectifs à atteindre, tels que éliminer des opposants, prendre le contrôle de médias et avoir une emprise sur des hommes politiques. Il rédige aussi des manuels d'instruction pour mener des écoutes téléphoniques, des enquêtes clandestines ou des campagnes de désinformation. Voici David Miscavige, le successeur de Ron Hubbard. À la tête de la scientologie depuis 30 ans, il continue à mettre en application les directives du fondateur. Il a recruté des adeptes à Hollywood, notamment John Travolta. La scientologie compte d'autres célébrités parmi ses membres, comme Kirstie Alley ou Tom Cruise, ici avec David Miscavige. Mark Edley, un ex-scientologue, a publié un livre coup de poing qui contient des révélations édifiantes sur le quartier général de la secte. On y apprend qu'après son départ en 2005, l'OSA a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. Nous voulons le rencontrer pour en savoir plus. Direction les États-Unis, à Washington, où il nous a fixé rendez-vous. Il y a plusieurs années, Mark Edley a produit des films de propagande pour la scientologie. Aujourd'hui, il s'est reconverti dans le multimédia. La plupart des membres de l'OSA travaillent pour la scientologie depuis 20, 30, voire 40 ans. Ils lui sont dévoués corps et âme, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ils ne font rien d'autre. Les gens qui travaillent directement pour l'OSA sont convaincus que l'avenir de l'humanité dépend de leurs actions. S'ils n'obéissent pas aux ordres de David Miscavige, alors la survie de l'humanité pourrait être menacée. Dans les années 70, à Washington, une affaire retentissante oppose la secte et son fondateur au gouvernement américain. Il s'agit de l'opération Snow White, un des plus grands scandales d'espionnage de l'histoire des États-Unis. Cette opération est lancée par la scientologie pour se protéger d'une enquête la visant. Des scientologues infiltrent de nombreux ministères et ambassades pour voler des milliers de documents confidentiels. Ils mettent aussi des politiciens sur écoute et découvrent ainsi les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la secte. C'est une sombre affaire qui ébranle les États-Unis. En 1977, le FBI fait éclater l'affaire au grand jour. 11 cadres haut placés de la scientologie sont reconnus coupables et condamnés à des peines de prison. Ce scandale porte un coup dur à la scientologie.
À la fin des années 70 et dans les années 80, quand la scientologie a été mise en cause par le gouvernement américain, ils ont appliqué une nouvelle stratégie. Ils ont converti la scientologie en une religion. Ils étaient convaincus que certains de leurs problèmes seraient résolus s'ils s'abritaient derrière le rempart de la religion. Cela a très bien fonctionné aux États-Unis. Ils ont essayé d'appliquer la même stratégie dans d'autres pays afin de convaincre les gouvernements que la scientologie était une religion. Ainsi, si on leur reprochait des agissements illégaux, le gouvernement ne pourrait pas intervenir car il serait tenu de respecter la liberté de religion. À l'époque, la pression de Washington est avant tout exercée par l'administration fiscale fédérale. Des millions de dollars de dettes fiscales sont en jeu. Si la scientologie est contrainte de les honorer, elle risque de faire faillite. Mais elle contre-attaque. Elle assigne des milliers d'agents des instances gouvernementales pour abus de pouvoir et paralyse ainsi leur action. En 1993, le fisc capitule. La scientologie est reconnue d'utilité publique et est exonérée de toute imposition fiscale. Le fait que le fisc américain détermine si telle ou telle organisation est d'utilité publique ou non n'a pas beaucoup de sens. Mais la scientologie y a vu un moyen d'être reconnue comme religion par les autres pays. Cette victoire sur l'administration fiscale est à mettre au compte de l'OSA. Elle illustre l'importance des moyens utilisés par le service de renseignement, tant sur le plan des effectifs que des moyens financiers mobilisés. À l'époque, Mike Rinder était le directeur de l'OSA. Voici des documents d'archives montrant Mike Rinder. De parents scientologues, il a gravi les échelons sous la protection de David Miscavige. À la tête de l'OSA depuis les années 80, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Des recherches sur Internet nous apprennent que Mike Rinder a quitté la secte en 2007. Mais il continue toujours à représenter l'idéologie scientologue. Aujourd'hui, il est le porte-parole d'un groupe appelé les Scientologues indépendants. Nous essayons d'entrer en contact avec lui et des anciens membres haut placés nous aident à organiser un rendez-vous. Nous mettons le cap sur la Floride, où habite l'ex-directeur du service de renseignement. Un de nos homologues américains vient nous chercher à l'aéroport. Il a gardé contact avec Mike Rinder par le biais d'un intermédiaire. Et il semble possible d'organiser une interview. Mais l'ancien chef de l'OSA n'est pas encore disposé à nous fixer un rendez-vous. Nous devons attendre. Le lendemain, l'intermédiaire nous communique le lieu et l'heure du rendez-vous, tout en nous indiquant que Mike Rinder y met quelques conditions. Il nous demande de ne pas poser de questions sensibles au sujet de Ron Hubbard. Dans la pure tradition des services secrets, le rendez-vous est fixé dans un hôtel à proximité de la ville de Tampa-Saint-Pétersbourg. Mike Rinder est sur ses gardes. Il s'est totalement brouillé avec David Miscavige, le chef de la secte, et de chasseur, il s'est transformé en proie. Il nous explique ce que cela signifie pour lui. Presque tous les jours, il est harcelé par des hommes qu'il décrit comme des agents de l'OSA. Il nous montre une vidéo tournée dans son bureau. The police, I don't care, you don't understand anything, dude. You're a retard. You have difficulty understanding things. You don't want to be a shill for the Church of Scientology, Jim? Leave. Leave. Leave the premises. Now. Leave the premises. Leave the premises. Leave the premises. Leave the premises. Aujourd'hui, Mike Rinder est harcelé suivant les mêmes méthodes qu'il employait. Pourquoi l'Église a besoin du bureau des affaires spéciales? Parce qu'elle existe et agit au sein d'une société séculaire. Quant à savoir si l'OSA devrait exister tel qu'il est actuellement, ça c'est une autre affaire. Quoi qu'il en soit, l'Église est amenée à traiter des questions en relation avec les médias et la sphère juridique
et elle doit communiquer avec le gouvernement. J'imagine que l'Église catholique dispose elle aussi d'un service de communication à cet effet. La vraie question est la suivante. L'OSA, tel qu'il est structuré dans l'Église de Scientologie, est-il vraiment indispensable? La réponse est non. L'OSA est une branche de l'Église qui cause sans doute plus de dégâts qu'elle ne fait de bien. Je pense qu'il est très néfaste pour les relations publiques et qu'il soulève des questions juridiques qui vont sans doute poser de gros problèmes à l'Église de Scientologie. Je pense que l'OSA est aussi le reflet de la psychose maniaco-dépressive de David Miscavige. Please welcome Mr. Mike Rinder. David Miscavige avait salué chaleureusement son directeur du service de renseignement. En effet, l'OSA a beaucoup œuvré pour que la Scientologie soit exonérée d'imposition fiscale. Miscavige sait parfaitement que, au moins aux États-Unis, on est très bien protégé contre les poursuites, même celles des parties civiles, et contre toutes sortes d'ingérences dans les affaires de l'Église. Parce que les tribunaux américains ne peuvent pas rendre des décisions remettant en cause le droit au libre exercice de la religion. L'exonération de l'imposition fiscale a créé un immense bouclier de protection qui permet d'empêcher toute ingérence dans les affaires de l'Église et toute influence extérieure. Le label d'utilité publique protège aussi le Bureau des affaires spéciales. Il est composé de 3 grandes sections: investigation, relations publiques et affaires juridiques. La Scientologie est organisée de telle sorte qu'on retrouve les mêmes procédures de fonctionnement dans tous les pays où elle est implantée. Il existe un organigramme établi par Ron Hubbard que David Miscavige a remanié pour l'OSA. Dans chaque pays, les mêmes départements appliquent exactement les mêmes stratégies et réalisent les mêmes opérations. Nous regagnons maintenant l'Europe pour enquêter sur l'une des premières opérations d'envergure menées par l'OSA sur le territoire allemand. Notre destination, Remagen. C'est ici qu'habite l'avocat Ingo Heinemann. Au début des années 70, il a défendu une association de consommateurs poursuivant la Scientologie pour escroquerie. En effet, ses clients avaient dû payer des sommes astronomiques pour suivre des cours dont le but était soi-disant de libérer leur esprit. C'est ainsi qu'Ingo Heinemann est entré dans le collimateur de l'OSA. Aujourd'hui, il exploite l'un des sites d'information les plus complets sur la secte. Je la considère comme dangereuse à maints égards. D'abord pour les consommateurs, car elle porte cruellement préjudice à ceux qui se font embrigader. Pas seulement du point de vue financier, mais aussi dans tous les aspects de leur vie. D'autre part, elle nuit aussi à l'ordre public. C'est la raison pour laquelle l'Office de protection de la Constitution intervient en la matière. Diriez-vous que la scientologie est anticonstitutionnelle? Oui, c'est évident. La scientologie est contraire à la Constitution. Toute personne qui agit constamment en violation des lois pénales peut être considérée comme contrevenant à la Constitution. Je suis d'avis que c'est le cas de la Scientologie, et j'estime qu'elle viole aussi les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Peut-on le prouver? Une chose est sûre en tout cas, Ingo Heinemann a été espionné et pris en filature par cet homme, Norman Souranek. Ce comptable a rejoint les rangs de la Scientologie parce qu'il espérait voir sa vie s'améliorer en suivant les cours de développement personnel proposés par la secte. Aujourd'hui, Norman Souranek regrette d'avoir été un informateur de l'OSA et il accepte de témoigner.
L'OSA cherchait du personnel parce qu'ils voulaient intensifier leur action contre leurs adversaires. C'est comme ça que j'ai été recruté. On m'a demandé de surveiller une personne cible dont je ne savais pas vraiment ce qu'elle avait fait. On m'a juste dit, c'est un malfaiteur, un ennemi, un détracteur, et nous cherchons quelqu'un pour l'espionner. Norman Souranek a recours à une vieille technique des services secrets. Voler, puis fouiller la poubelle de la personne cible. Au début des années 90, il se rend pour la première fois avec un autre agent au domicile d'Ingo Heinemann pour y dérober ses déchets. Ils réitèrent leur action pendant des mois. Ils conservent tous les documents volés et les envoient à une boîte postale à Hambourg. Norman Souranek s'appuie sur les directives de l'OSA, définies dans ce qu'ils appellent leur plan d'investigation pour l'Allemagne. Ce document dicte aux agents la marche à suivre. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les poubelles de M. Heinemann? Quel type de renseignements? On cherchait toutes sortes d'informations. Ça comprenait les correspondances en tout genre. Mais on cherchait aussi des médicaments, des bouteilles d'alcool. Tout présentait un intérêt. Les journaux qu'ils lisaient aussi. Il est tout aussi important d'espionner les habitudes de la personne cible. Norman Souranek doit donc aussi surveiller le domicile d'Ingo Heinemann la nuit. La scientologie veut tout savoir au sujet de ses détracteurs. J'ai entendu parler d'un autre cas. Ils savaient précisément de quelle maladie la personne cible souffrait. Ils veulent tout savoir pour se faire une image précise ou pour prendre ensuite d'autres mesures. À l'époque, Norman Souranek applique les règles de l'OSA. Les méthodes du service de renseignement créé par Ron Hubbard rappellent étrangement celles de la CIA et du KGB. On recevait des instructions pour tout. Par exemple, comment apprendre à mentir parfaitement. On avait aussi des instructions pour maîtriser les techniques de harcèlement. Il existe des règles précises pour mener la vie dure à la victime et lui chercher des noises, sans se faire épingler. Il y a des tas d'autres choses. Par exemple, des instructions pour ruiner financièrement la victime, dans la mesure du possible. Et quand vous avez lu tout ça, ça ne vous a pas choqué? Ça aurait dû, mais quand on est scientologue, on a tendance à se rallier à la doctrine de Ron Hubbard. Et on se dit, il doit bien savoir ce qu'il écrit. Moi, je ne comprends pas trop, mais il a sans doute ses raisons. De cette façon, on finit par tout accepter. En suivant les cours obligatoires de scientologie, très onéreux, Norman Souranek accumule les dettes. Il décide alors de quitter la secte. Les problèmes qu'il avait au départ ne se sont pas améliorés, comme il l'espérait. Au contraire, ils ont empiré. Quant à Ingo Heinemann, il pense qu'il est toujours surveillé par l'OSA, à cause de son site internet anti-scientologie. Je considère aujourd'hui encore la scientologie comme une organisation criminelle. Je ne dis pas que tous les scientologues sont des criminels, pas du tout. Mais le fonctionnement de l'organisation en tant que telle repose sur des actes délictueux, et ce, depuis des années. À la suite d'un coup de filet réalisé par la police allemande, Ingo Heinemann découvre à l'époque qu'il est espionné par la police secrète d'une secte. Cette piste conduit à Munich. Voici le siège de la scientologie de Munich. En 1984, Ingo Heinemann porte plainte contre la secte. Le parquet ordonne alors la perquisition de différents biens immobiliers munichois appartenant à la scientologie. Les enquêteurs y découvrent des dossiers brûlants auxquels nous avons aujourd'hui accès. Parmi eux figure ce document qui détaille les directives destinées aux agents secrets de l'OSA. Une telle découverte est sans précédent en Allemagne. Nous avons rendez-vous au tribunal d'instance de Munich avec l'homme qui à l'époque a dirigé l'enquête dans l'affaire Heinemann. Il est aujourd'hui à la retraite. À notre arrivée, il nous informe qu'il ne souhaite plus s'exprimer devant nos caméras pour protéger sa famille, nous dit-il. Ce farouche adversaire de la scientologie nous apprend cependant que les enquêtes menées dans les années 80 ont révélé des opérations secrètes que l'OSA prévoyait de lancer en Allemagne.
Il nous fait aussi part des pressions que la scientologie fait subir à ses détracteurs. La scientologie collecte toutes les informations au sujet de ses membres ou de ses adversaires. Ce sont les bureaux régionaux de l'OSA qui les transmettent ensuite au siège à Los Angeles. Ainsi, Miscavige et sa police secrète disposent d'une immense banque de données accessible à tout moment. Il existe aussi un dossier au sujet de l'ex-scientologue Mark Hedley que nous pouvons consulter. Il contient divers éléments d'enquête et des comptes rendus d'écoute téléphonique. L'OSA a enregistré puis retranscrit des conversations téléphoniques privées et professionnelles et a même consigné minutieusement le déroulement d'une fête d'anniversaire. L'OSA embauche des hordes d'avocats et de détectives privés. Il fait aussi appel à de simples membres de la scientologie dans le monde entier pour les faire travailler comme agents. L'OSA leur demande par exemple de lier connaissance avec une personne cible ou de voir si elle parle de la scientologie à d'autres personnes ou toute autre chose susceptible d'intéresser ses services dans la mesure où c'est en rapport avec la scientologie. Le gouvernement du Land de Bavière à Munich est une cible de choix pour la secte. Munich abrite le siège allemand de l'OSA et depuis les années 80, le gouvernement régional mène une action forte contre cette police secrète. Der Geheimdienst OSA L'OSA est à la scientologie ce que la Stasi était à l'Allemagne de l'Est. Il fonctionne en collectant des informations, mais aussi en développant méthodiquement toutes sortes d'activités à partir de ces informations. Par exemple, il les utilise contre les membres qui veulent quitter l'organisation. Ainsi, il peut faire du chantage à ceux qui sont tentés de décrocher en les menaçant de rendre publiques des données à caractère privé les concernant. Par ailleurs, l'OSA enquête systématiquement, presque à la manière des services de sécurité, sur les adversaires de la scientologie afin de lutter contre eux. Cela montre bien qu'il s'agit d'un système répressif qui, en fin de compte, fonctionne à la manière de la Stasi. L'Office de protection de la Constitution considère que l'OSA déploie des efforts énormes, tant sur le plan des effectifs que des moyens financiers, pour obtenir des renseignements. L'argent nécessaire à ces activités proviendrait du trésor de guerre de l'Association internationale des scientologues, alimenté en partie par les dons de riches membres, et estimé à environ $1 milliard. Comment la scientologie et l'OSA arrivent-ils à mener leurs actions sans être inquiétés? Grâce à l'argent. En fin de compte, toutes leurs activités qui pourraient être considérées comme illégales sont toujours à la limite de la légalité. Les infiltrations, l'espionnage, les détectives privés, tout ça continue à fonctionner grâce à l'argent. Quand j'y étais dans les années 2000, on dépensait $100 000 par semaine pour l'OSA. C'était la somme dont ils disposaient chaque semaine. Résumons. Des ex-scientologues haut placés confirment l'existence de l'OSA, un service de renseignement interne à la secte qui espionne les détracteurs et les dissidents. Selon eux, l'OSA disposerait de moyens financiers presque illimités. Nous verrons que pour atteindre ces objectifs, la secte n'investit pas seulement de l'argent. Elle fait aussi appel à des personnalités influentes, notamment des acteurs d'Hollywood. Dans les années 90, l'Allemagne envisage l'interdiction de la scientologie. Mike Rinder, à l'époque directeur de l'OSA, fait alors appel à John Travolta pour une campagne de propagande. Les scientologues s'y posent en victimes, se comparant aux juifs persécutés sous le Troisième Reich. Les politiciens allemands affirment que la doctrine scientologue est pernicieuse pour l'être humain. Et les partis politiques refusent tout scientologue dans leur rang. La secte voit alors dans cette mise à l'index une occasion en or de rallier les politiciens américains à sa cause.
Il est très facile de convaincre les gens que ce genre de discrimination ne devrait pas exister dans une société moderne. C'est pour cela que certaines des actions menées en Allemagne étaient stupides. C'était du pain béni pour les scientologues, qui n'avaient plus qu'à crier haut et fort « Nous sommes victimes de discrimination ». Si en plus, on exhibe des imprimés officiels qui parlent des gens exclus des partis politiques parce qu'ils sont scientologues, c'est inadmissible aux États-Unis. Donc, ça n'a pas été si difficile de convaincre les gens. Nous apprenons que même après le départ de Mike Rinder, l'OSA a continué à instrumentaliser des hommes politiques américains à ses propres fins. Cette nouvelle piste nous conduit à Hambourg. En 1992, le Sénat allemand y crée un groupe de travail sur la scientologie. Sa mission, recueillir des renseignements sur les activités de la secte. Nous voulons savoir comment la scientologie a réagi à cela. En effet, le quartier général américain de la secte estime que le Sénat constitue une menace, compte tenu des moyens étatiques dont il dispose. L'OSA est chargé de surveiller la responsable du bureau des affaires intérieures de Hambourg, Ursula Caberta, fervente adversaire de la secte. Elle est devenue la principale bête noire de l'OSA, car elle a transmis au gouvernement allemand des éléments qui pourraient motiver l'interdiction de la scientologie. Le service de renseignement l'a fait surveiller 24 heures sur 24 pour tenter de l'intimider. Il ne faut pas avoir peur, car la peur est un instrument qui confère du pouvoir à la scientologie. Ils cherchent à effrayer les gens. Ursula Caberta est en effet victime de manœuvres d'intimidation menées par un agent spécial de l'OSA qui est aussi détective privé. Ce scientologue la harcèle depuis des années. En se faisant passer pour un journaliste, il interroge plusieurs entreprises au sujet de son opposition à la scientologie. Il se présente aussi comme détective privé pour le compte d'un cabinet d'avocats américains et se renseigne sur Ursula Caberta auprès de ses voisins, de ses amis et de ses collègues de travail. Il cherche des failles dans son passé pour tenter de la discréditer publiquement. Nous nous rendons dans une petite commune des environs de Hambourg, où travaille l'homme en question. Il refuse de s'entretenir avec nous. Un peu plus tard, il surgit par surprise à la station-service où nous avons fait halte. La tension monte et il en vient aux mains, en voulant nous enlever de force la caméra. Hé toi, lâche ta caméra, sinon je t'en colle une. Si tu continues, je te casse la gueule. Dans ce cas, je dépose plainte. T'auras de mes nouvelles. Fais gaffe. Tu vas rentrer chez toi en ambulance. Je demande à voir. Lâche ça. Le lendemain, nous filmons le siège de la scientologie de Hambourg. L'espion de la veille est déjà sur les lieux. Si les scientologues n'étaient pas encore au courant de notre film, c'est maintenant chose faite. Mais quand nous demandons une entrevue, on nous dit que nous devons attendre et soumettre nos questions au préalable. Depuis des années, l'Office de protection de la Constitution surveille les détectives, les avocats et les membres de la secte qui veulent instaurer par la force une société fondée sur la scientologie. Ce travail relève de la compétence des Länder. Ceux de Hambourg, de Bavière et de Bade-Württemberg entreprennent les actions les plus systématiques dans la lutte contre l'OSA. Ils publient régulièrement des rapports à ce sujet. La scientologie a déclaré très clairement, sans jamais en démordre, qu'elle prônait l'avènement d'une nouvelle civilisation fondée sur la scientologie. Elle a dit aussi de façon très explicite qu'il fallait tout d'abord instaurer une véritable démocratie avec des scientologues. Mais dans les faits, elle s'avère être un système totalitaire de conditionnement psychique qui affiche des ambitions politiques sans équivoque. En 2008, le tribunal administratif de Münster a confirmé le point de vue de l'Office de protection de la Constitution et la scientologie a perdu le procès. Elle avait demandé à l'époque que l'Office cesse de surveiller ses activités. Le tribunal lui a donné tort. Dans un système dominé par la scientologie, des valeurs centrales auxquelles nous sommes attachés sont écartées, ou du moins très limitées. Au cours de cet entretien, nous apprenons aussi que des agents de l'OSA sont régulièrement démasqués.
Ils avaient infiltré des entreprises, des administrations et des associations, toujours à des fins de renseignement. Il y a des professionnels parmi eux. Ça se remarque quand il y a des agents de l'OSA qui viennent des États-Unis. Ils font des filatures non-stop depuis les États-Unis jusqu'à Hambourg. Dans l'avion, ils espionnent les conversations de détracteurs et transmettent ensuite ces informations à des scientologues allemands. On voit nettement qu'ils sont américains, car ils font preuve d'un grand professionnalisme. Ce genre de filature est toujours pratiqué aujourd'hui, comme nous en avons été témoins en 2011, à l'aéroport de Hambourg. Ursula Caberta vient accueillir un ancien éminent scientologue qui arrive des États-Unis. Nous remarquons que des individus suspects prennent des photos à la dérobée. Cette femme dissimule son appareil derrière une pancarte. Cet homme est en train d'observer Ursula Caberta. Nous remarquons au moins 6 personnes qui prennent des photos et les transmettent avec leur téléphone portable. Ursula Caberta salue son hôte Marty Rathbun, autrefois numéro 2 de la secte après David Miscavige. Nous repérons encore d'autres espions. Les membres haut placés qui ont quitté la scientologie sont qualifiés de personnes suppressives, c'est-à-dire d'ennemis jurés de la secte. L'OSA est aux trousses de dizaines de dissidents à travers le monde. Son objectif est de les réduire au silence. Nous décidons d'aborder un des hommes qui a photographié Marty Rathbun. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, wir sind von Arte. Von wem sind Sie? Von Arte. Wollten Sie auch Marty Rathbun begrüßen? Wen wollten wir was? Marty Rathbun begrüßen. Wer ist das? Na, den Sie eben so fotografiert haben. Ah. Und, haben Sie was dagegen? Kennen Sie ihn? Nee. Warum fotografieren Sie den denn dann? Weil ich viele Leute fotografiere, genauso wie ich Sie jetzt fotografiere. Problem? Certains individus s'intéressent manifestement de près à la personne qu'Ursula Caberta vient chercher à l'aéroport. Notre interlocuteur américain, lui aussi, connaît bien Ursula Caberta. À l'époque, nous savions que c'était la personne la plus malfaisante sur Terre. Nous étions tous au courant. C'était un fait établi, compte tenu des informations qu'on nous donnait, des photos qu'on nous montrait et des histoires qu'on nous racontait sur ce qu'elle avait fait. Nous savions sans l'ombre d'un doute qu'elle était la personne la plus malfaisante du monde. Mike Rinder a manifesté lui aussi contre Ursula Caberta en Allemagne. Il l'a inscrite sur la liste noire d'un site internet où elle a fait l'objet de diffamation. Il me semble que vous l'aviez surnommé le nouveau Goebbels. Vous vous souvenez? C'est probable. C'est-à-dire, ça ne me surprend pas. Je pense que, de mon point de vue, j'ai essayé de la décrire d'une façon imagée aux yeux des Américains. Oui, j'ai dû dire ça, sans doute. Qu'est-ce qu'elle représentait pour la scientologie? C'était une sacrée emmerdeuse. Le consulat général des États-Unis à Hambourg. À plusieurs reprises, Ursula Caberta y a été convoquée, afin de justifier les mesures qu'elle avait prises contre la scientologie. Comme ici à Hambourg, les instances gouvernementales américaines interviennent souvent massivement en faveur de la secte. Le rapport annuel du département d'État sur les droits de l'homme reproche régulièrement à l'Allemagne de procéder à une prétendue discrimination à l'égard des scientologues. Depuis que le gouvernement allemand a classé la scientologie parmi les organisations totalitaires, la pression exercée par les États-Unis est de plus en plus forte. Elle émane avant tout du ministère des Affaires étrangères américain, dont relèvent les consulats. Grâce aux révélations de Wikileaks en 2010, il est apparu que le consulat général des États-Unis s'intéressait particulièrement à Madame Caberta. Une dépêche du consulat prouve qu'un conseiller d'État de Hambourg lui a transmis des informations la dénigrant. De plus, le consulat a organisé des réunions pour faire de la publicité en faveur de Narconon, une association de lutte contre la drogue dépendante de la scientologie.
Le consulat général des États-Unis organise des réceptions. Sur la liste des invités figurent régulièrement des hommes d'affaires, des politiciens, le préfet de police, des députés, tout le gratin. Si j'étais à la place d'une organisation extrémiste qui veut approcher les décideurs du monde de la politique, de l'économie et de la culture, je ne trouverais pas de meilleure plateforme qu'un consulat américain. C'est exactement leur raisonnement. Et ça montre bien leur influence. Il y aura au moins une dizaine de personnes qui sortiront de là en se disant « Les Américains n'ont pas l'air de trouver ça si grave. Pourquoi est-ce que les Allemands font tout un plat ?» Ça fait partie de la stratégie de Ronebard. Ces gens cherchent à créer un climat où la scientologie peut croître et prospérer sans entrave. C'est à cela que leur sert le consulat américain. C'est un outil remarquable. Bien sûr, le consulat réfute cette analyse et refuse de nous accorder une entrevue. Nous avons demandé à Mike Rinder son avis sur la question. Comment les infos transitent-elles par le consul américain de Hambourg? Je ne sais pas. On informe le département d'État et on l'incite à donner des instructions aux consuls des différents pays. Et qui incite le département d'État à agir ainsi? Ceux qui démarchent les responsables politiques. Ann Archer et Kurt Weiland, le sous-directeur de l'OSA, y sont allés. John Travolta y est allé aussi, et tout un tas de lobbyistes et d'avocats. Moi-même, j'y suis allé une fois, pour informer quelqu'un sur la discrimination contre les scientologues en Allemagne. Voici le maire de Berlin, accompagné de Tom Cruise, un des porte-drapeaux de la secte. Traveling the world and meeting the people that I've met, you know, talking with these leaders in the various fields. They want help, and they are depending on people who know and who can be effective and do it, and that's us. Tom Cruise fait l'apologie d'une organisation qui en Allemagne est contraire à la Constitution. Le gouvernement américain, lui, soutient la secte. Le gouvernement américain fait figure de protecteur d'une organisation qui est bien établie aux États-Unis. C'est compréhensible d'emblée. Mais de toute évidence, nous avons un point de vue complètement différent sur cette organisation. Le danger qu'elle présente est sous-estimé outre-Atlantique, ou alors il se peut qu'elle ait déjà trop d'emprise sur certaines instances du gouvernement américain, ce qui explique de telles réactions. Quoi qu'il en soit, cela ne nous perturbe pas pour autant. J'ai une opinion bien arrêtée sur la scientologie, et on ne m'en fera pas démordre. À Hambourg, les choses ne se passent pas comme en Bavière. En 2010, le gouvernement du Land supprime du jour au lendemain le groupe de travail sur la scientologie dirigé par Ursula Caberta. La raison invoquée, trop coûteux. Nous cherchons à savoir si le consulat américain a joué un rôle dans cette décision. Nous nous rendons au conseil municipal de Hambourg qui a approuvé la suppression du groupe de travail. Nous y retrouvons l'homme qui, selon des dépêches diplomatiques, a calomnié Ursula Caberta auprès du consulat américain. Il s'agit de Christoph Allaus, l'ancien conseiller d'État et premier maire de la ville. Il a refusé toutes nos demandes d'interview. Nous tentons notre chance pendant une interruption de séance. Vom SWR. Wir müssen jetzt rein. Wir haben eine Frage zur Scientology. Nee, später. Wir müssen rein. Sie haben... Mais à l'issue de la séance, Christoph Allaus refuse toujours de nous parler. Des scientologues manifestent devant le bureau d'Ursula Caberta. Les porte-paroles de l'OSA, Frank Bush et Jürg Stettler, sont présents. C'est la section Relations publiques de l'OSA, chargée de l'organisation de ce genre d'événements. Depuis des mois, nous sollicitons une interview auprès de l'OSA, en vain. Mais voilà qu'aujourd'hui, Jürg Stettler, un haut responsable, vient spontanément vers nous. Und mein Antrag besteht, das kann sie aufnehmen, setzen wir uns zusammen. Ja, und sie wollen nicht. Und sie haben mir auch gesagt, sie sind nicht interessiert daran, Recherchen zu machen. Doch, aber erst nach einem Vorgespräch.
Das ist der Punkt. Vorgespräch haben wir jetzt schon 6-mal geführt. Am Telefon, per E-Mail. Nee, das war immer, nein, ich will kein Vorgespräch. Das war das Gespräch, ja. Das wir haben bestimmt 6-mal telefoniert. Ich habe Ihnen schriftlich alles geschickt. Sie sind nicht bereit zu einem Fernsehinterview. Das stimmt nicht. Sie haben ungefähr 15 Mails, die Sie nicht beantwortet haben, wo die Fragen von mir nicht beantwortet wurden. Das stellt Ihnen Fragen und es ist nicht so, dass Sie das Fernsehen interviewen. Das ist der zweite. Nein, aber wir dürfen doch hinterfragen. Wir dürfen doch Ihre Fragen hinterfragen. Ja? L'équipe de Jürg Stettler filme la scène. Nous demandons au directeur pourquoi la Scientologie dispose d'un service de renseignement. Hier in der Hand zum Beispiel die OSA-Anleitung, die man gemacht hat für die Agenten, die dann den Herrn Heinemann überwacht haben. Echt wahr? Ich habe hier in der Hand Original-Telefonprotokolle aus Original-OSA-Dokumenten, die bei Mark Hadley erstellt wurden. Ja, das haben Sie von der Website vom Herrn Heinemann, ne? Nein, diese Unterlage habe ich von Mark Hadley. Ja? Das ist die Frage, ja. Wozu brauchen Sie solche Informationen, Herr Stettler? Sie müssen mir das einfach mal zeigen. Das ist ja, schauen Sie, Herr Tös. Wozu müssen Sie wissen, wen Herr Hadley um wie viel Uhr wann anruft? Ja, das habe ich keine Ahnung, was da Sache ist, woher Sie diese Informationen. Schauen Sie, wir sind ja in Kontakt. Jürg Stettler est un professionnel des médias. Il sait parfaitement comment esquiver les questions gênantes des journalistes. Nous sollicitons effectivement depuis des mois une interview auprès de la Scientologie. Nous avons beau avoir répondu à leur questionnaire sans fin, notre demande n'a pas abouti pour autant. Les scientologues préféreraient intervenir dans une émission en direct. Jürg Stettler reconnaît néanmoins par email l'existence d'un jugement rendu à Münster, au terme duquel il apparaît que certains passages des publications de Ronebard sont contraires aux libertés fondamentales. Jusqu'ici, nous n'avons donc pu obtenir aucune information sur les réseaux internationaux de la Scientologie. La secte est aussi très active en France. C'est le seul pays d'Europe de l'Ouest qui est tenté de la dissoudre. Nous décidons de poursuivre notre enquête à Paris. Nulle part l'OSA n'est allé aussi loin. Il a réussi à infiltrer plusieurs ministères et même le bureau de l'Élysée. Depuis plus de 20 ans, des procès spectaculaires ont lieu régulièrement en France contre la Scientologie. La plupart des actions en justice ont été intentées pour escroquerie, les montants en jeu étant faramineux, comme dans le cadre du procès de 2009. Le parquet et les parties civiles pensaient avoir recueilli assez d'éléments pour obtenir la dissolution de la Scientologie. À l'issue du procès, la secte a tout de même été condamnée à verser une amende de 600 000 €. Pour l'avocat des plaignants, Olivier Maurice, c'était une grande victoire. C'est le jugement que vous attendiez? Écoutez, c'est une décision tout à fait remarquable qui a été rendue par les juges du tribunal de grande instance de Paris. Ils ont tenu à développer de façon très précise les méthodes de la Scientologie qui les a conduits à condamner, et c'est une première, pour la première fois, les personnes morales de l'église de Scientologie pour escroquerie en bande organisée. Ils ont insisté sur ces méthodes qui relèvent de l'escroquerie et sur l'organisation. Cette fois non plus, cela n'a pas suffi pour dissoudre la secte. Plusieurs mystères émaillent la longue histoire judiciaire qui oppose la France à la Scientologie. Penchons-nous de plus près sur 3 d'entre eux. Tout d'abord, l'article de loi modifié, puis les dossiers disparus, et enfin, l'agent auprès de Mitterrand. Mystère numéro 1. Le 12 mai 2009, peu avant le procès de la Scientologie, l'Assemblée nationale vote une loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Dans ce cadre, la disposition permettant de dissoudre une personne morale condamnée pour escroquerie est supprimée. Cette décision lève donc la possibilité de dissolution de la Scientologie. Serge Faubert, journaliste et écrivain, a lui aussi été dans le collimateur de l'OSA. Il a suivi de près tous les grands procès contre la Scientologie. Son livre, Une secte au cœur de la République, démontre les ressorts de cette organisation. Nous lui demandons pourquoi la modification de l'article de loi en question
est passé inaperçu aux yeux des députés. Il faut savoir que ça a été présenté dans un texte beaucoup plus général, comprenant des dizaines de dispositions, et il était impossible pour quelques parlementaires que ce soit de savoir que cet article de loi qui était modifié allait empêcher la dissolution de l'église de Scientologie. Maintenant, on peut, et c'est la question que toute l'opinion s'est posée, on peut se demander pourquoi le législateur français a fait appel à un cabinet privé pour toiletter la loi française. C'est quelque chose qui apparaît proprement ahurissant. Aucun parlementaire n'a donc relevé cette modification. Seul Maître Olivier Maurice l'a détecté. Les auteurs de cette modification ne sont toujours pas identifiés. Je crois qu'il y a un dysfonctionnement tant au niveau du Parlement qu'au niveau du ministère de la Justice. Et d'ailleurs, ils se sont rendus compte de ce dysfonctionnement puisqu'ils ont rétabli la loi telle qu'elle était, mais incontestablement, ça a pu bénéficier aux scientologues. Mystère numéro 2. En 1998, dans l'enceinte même du palais de justice de Paris, 1 tome et demi du dossier d'instruction sur la scientologie disparaît mystérieusement. Cela profite bien sûr à la secte. 1 an plus tard, à Marseille, d'autres documents relatifs à la scientologie, qui étaient aux mains de la justice, se volatilisent. Une femme de ménage les aurait jetés par inadvertance. On ne sait pas dans quelles circonstances ces dossiers ont disparu. Il y a eu une enquête interne des services du ministère de la Justice. On n'a pas réussi à trouver la raison pour laquelle ces dossiers se sont évaporés. Alors, ce n'est pas l'intégralité des dossiers, ce sont des tomes. Mais dans un dossier, il y a plusieurs tomes, bien sûr. Là où il y avait problème, c'est qu'il n'y avait pas de copie du dossier. Et deuxièmement, on a du mal à comprendre que le magistrat instructeur n'ait pas conservé l'ensemble du dossier dans son bureau, je dirais, sous bonne garde. Voilà. Il paraît absolument inconcevable que des dossiers s'évaporent comme ça dans l'enceinte du palais de justice. C'est une des multiples bizarreries de l'histoire judiciaire de l'église de Scientologie. Après l'affaire de Marseille en 1999, Lionel Jospin, alors Premier ministre, soulève à nouveau de façon pressante la question de l'infiltration de certains services gouvernementaux par les sectes. Nous poursuivons notre enquête au Celebrity Center, l'institut culturel luxueux de la scientologie, qui était au cœur du dernier procès. C'est ici que les plaignants suivaient les cours obligatoires si onéreux. La scientologie prétend compter 7000 membres dans l'Hexagone. D'après les autorités, il ne serait que 1000. Dans ces locaux sont organisées des soirées pour les scientologues riches et célèbres. À l'entrée, on nous demande si nous voulons des informations au sujet de la scientologie. Le directeur français de l'OSA, Éric Roux, à gauche sur l'image, est toutefois disposé à répondre à quelques-unes de nos questions. Mais pas sur l'OSA, bien sûr. Sur la scientologie, c'est juste une... Ici aussi, le commerce lié au développement personnel semble florissant. Nous demandons d'abord à Éric Roux pourquoi la scientologie s'intéresse tellement aux acteurs et aux artistes. Parce que la scientologie considère que les artistes sont des gens très importants, parce que ce sont eux qui soit tirent la culture vers le haut, soit tirent la culture vers le bas. Et quand on prend soin des artistes et qu'on les aide à se sentir plus eux-mêmes ou qu'on les aide tout simplement à vivre une vie meilleure et à s'élever spirituellement, on aide en fait la culture en entier. Et c'est le rôle en fait au sein des églises de scientologie, c'est le rôle du Celebrity Center. Nous abordons ensuite la question épineuse des dossiers disparus. Alors, je peux vous en dire plus sur cette histoire. Oui. Cette histoire, elle a été un petit peu montée de toutes pièces et c'était en fait même en 99, un truc comme ça. Et en 2005, il y a eu toute une enquête de justice sur le sujet. En 2005, on a été blanchi et la justice a reconnu qu'on n'était pour rien dans cette affaire. Pourtant, il y a eu des preuves et des témoignages en ce sens au cours du procès de 2009. Et début février 2012, la Cour d'appel de Paris confirme la condamnation prononcée contre la scientologie.
reconnu coupable pour la première fois en tant que personne morale d'escroquerie en bande organisée. Cette dernière est condamnée à une amende de 600 000 €, mais compte se pourvoir en cassation. Ces opérations menées à l'échelle internationale ont eu une incidence importante pour David Miscavige. Parce que quand un événement en relation avec la scientologie se produit dans n'importe quel pays européen, cela peut, par un effet domino, avoir une répercussion sur les autres pays de l'Union européenne. Quand il y a eu ce procès en France, il était très important pour eux d'éviter d'être condamnés pour escroquerie. En effet, perdre un procès ou être poursuivi en justice constitue alors un précédent pour tout procès ultérieur. En France, la scientologie est menacée de dissolution depuis bien longtemps. C'est pour cela que l'OSA y est actif depuis les années 80. En dépit des procès qui l'ont ébranlé, la secte poursuit néanmoins ses activités dans l'Hexagone. Mystère numéro 3. Serge Faubert a révélé comment l'OSA, au début des années 90, était parvenu à se hisser jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Il a pu se procurer des téléx émanant de l'antenne française de l'OSA et destinés au quartier général basé à Los Angeles. À l'époque, la scientologie réussit à placer des agents en haut lieu au sein de plusieurs ministères. Un espion s'infiltre même dans l'entourage immédiat du président François Mitterrand. Son nom de code, F10. L'OSA veut recueillir des informations au sujet des opérations que l'État compte engager contre la scientologie. L'OSA veut aussi obtenir la remise en liberté de 3 de ses dirigeants emprisonnés. F10 est un ancien policier d'élite. Il est d'une efficacité redoutable, comme le notent les rapports internes de l'OSA. Le ministère de la Justice est actuellement court-circuité par le président de la République. C'est une ligne directe qui fonctionne bien pour nous. L'agent F10 joue un rôle majeur dans l'affaire des scientologues incarcérés. Le 20 juillet 1990, l'OSA envoie un téléx au siège de Los Angeles. Le message est « Tout se passe bien, le feu vert a été donné ». En effet, quelques jours plus tard, les 3 dirigeants scientologues sont remis en liberté. Serge Faubert nous explique que l'agent F10 s'est ensuite rapidement éclipsé en Afrique avant le début de l'enquête sur cette affaire. Il a été aperçu dernièrement en Ouganda. Et de fait, l'église de Scientologie a réussi ce travail de lobbying auprès du président de la République, puisque, il faut le reconnaître aujourd'hui, l'instruction judiciaire contre l'église de Scientologie a été quand même sérieusement perturbée, pour ne pas dire entravée, par le peu de soutien qu'elle a rencontré au plus haut sommet de l'État. Serge Faubert insiste sur l'influence de l'OSA. Réussir à placer un agent directement auprès du président de la République, c'était un succès sans précédent pour la secte. Quelle sera maintenant l'issue du procès ouvert en 2012 à Paris? L'OSA sera-t-il à nouveau blanchi? Alors l'OSA, à l'évidence, qui constitue le service secret de la scientologie, bien sûr qu'elle est dangereuse parce qu'elle est prête à utiliser des méthodes qui sont des méthodes totalitaires. L'un des responsables, Mike Rinder, a expliqué qu'il fallait anéantir les opposants de la scientologie. Ça veut dire que la scientologie est prête à utiliser tous les moyens possibles pour s'opposer aux adversaires de la scientologie. Sur Internet, on retrouve en effet des déclarations similaires de Mike Rinder, où il répète à la lettre les prédications de Ron Hubbard et de David Miscavige. Voici des vidéos montrant Mike Rinder lorsqu'il était directeur de l'OSA. À l'étranger, notamment en France, son nom est associé à la plupart des affaires concernant la scientologie. J'ai toujours été persuadé que les affaires survenues en Allemagne, en France, en Russie ou ailleurs
En fait, l'un des problèmes de David Miscavige, et il en a beaucoup, c'est qu'il n'a pas de vision pour l'avenir autre que son bien-être personnel. J'ai toujours considéré qu'il était très problématique de laisser les choses se dégrader dans quelque pays que ce soit, parce qu'en fin de compte, cela a un impact sur ce qui se passe dans le reste du monde. Et il y a beaucoup de précédents en la matière. En effet, les événements survenus sous la présidence de Mitterrand ont encore des répercussions à l'heure actuelle. C'est pourquoi Serge Faubert doute que la dissolution de la scientologie soit un jour prononcée en France. Mais il y a surtout un changement très net d'approche de l'Église de Scientologie depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'Église de Scientologie est une confession parmi d'autres, et que c'est une minorité spirituelle et qu'il conviendrait, après tout, de non pas la considérer, mais en tout cas d'avoir vis-à-vis d'elle la même approche que celle que les autorités américaines peuvent avoir. En France, les médias soulignent l'influence des États-Unis en la matière. Quand le gouvernement français envisage de prendre des mesures contre la scientologie, la pression des États-Unis augmente. En 2001, par exemple, la puissante commission des affaires étrangères du Sénat américain a menacé d'instaurer une obligation de visa pour les ressortissants français si les hostilités à l'égard de la scientologie persistaient. Il y a eu incontestablement des pressions politiques, officiellement. Notamment Madeleine Albright est intervenue lorsqu'elle était secrétaire d'État aux affaires étrangères. Elle est intervenue directement auprès du Premier ministre à l'époque pour essayer de soutenir la scientologie. Il y a un certain nombre de politiques américains qui défendent la scientologie. Comment expliquer que des politiciens américains soutiennent tant la scientologie, notamment en France? Dans les coulisses de l'Élysée, on cherche à créer un climat de bienveillance envers cette communauté religieuse, soi-disant persécutée. Dans les journaux scientologues, on salue les victoires de la secte. Mais comment Mike Rinder est-il parvenu à ce résultat? On y est arrivé en recrutant les bonnes personnes. Ça se passe comme ça pour tout à Washington. On peut par exemple engager un ancien responsable du département d'État, qui s'est maintenant mis à son compte. On peut embaucher un lobbyiste qui connaît monsieur Untel. À Washington, tout passe par le lobbying. Il s'agit de trouver les gens qui connaissent ceux qui déjeunent avec ceux qui ont des contacts avec les gens influents. En France, les opposants à la secte organisent régulièrement des manifestations. En Europe, les scientologues évitent d'avoir recours à la violence ouverte contre leurs adversaires. Pourtant, en mars 2011, ils agressent violemment des manifestants. Alors voilà, on s'est fait agresser par des scientologues, donc c'est bien la liberté d'expression. Regardez-moi ça, par un monsieur qui a amené ses 2 filles dans une secte qui tue des gens. C'est pas là le problème. Bravo, alors regardez, mon matériel est cassé. Monsieur, bonjour. Il va arriver en Nono. Jeff Drea, dit Nono le clown, un artiste parisien, est une des victimes de l'agression. L'OSA le surveille depuis des années. Une enquête est ouverte contre les 2 agresseurs présumés, des scientologues. L'affaire secoue les médias. Ah, les services secrets de Lausanne. Alors personnellement, j'ai été étonné quelquefois de voir les mêmes personnes quand j'étais dans le métro ou quand je voyageais, quand j'allais à mon travail, de voir la même personne me suivre et une personne qui était dans le quartier. Et ils sont même venus me dire, tu sais, on t'a vu à 5 heures, tu étais dans tel magasin, tu as fait ça. À 6h30, tu étais dans tel commerce, tu mangeais une glace là, tu as bu un café. C'était pour me montrer qu'ils me faisaient suivre il y a 4 ans de ça. Ils ont aussi, j'ai aussi fait signaler que mon courrier j'avais du courrier administratif, du courrier vis-à-vis de mon emploi, vis-à-vis de certains employeurs qui avaient disparu.
Est-ce qu'il avait été pris par je ne sais pas qui? Dans son quartier, Jeff Drea est très apprécié. Il s'occupe notamment de l'intégration des immigrés et fait partie depuis longtemps du mouvement anti-scientologie. En dépit de son agression, il est toujours aussi engagé et continue d'aborder des scientologues pour tenter de les convaincre de quitter la secte. Il fait partie de ceux qu'on appelle les suppressifs, les ennemis de la secte. C'est pour cette raison que les adeptes ont reçu l'interdiction de lui parler. Vous n'avez pas le droit de parler OST? Bon, donc vous pouvez pas parler? Pour moi, non, c'est une secte qui est violente. C'est une secte, lorsqu'elle est attaquée ou lorsqu'elle se sent attaquée, on l'a vu ces dernières années, ils n'hésitent pas à taper sur les opposants. Comme la majorité des Français, Jeff Drea espère que la scientologie sera un jour dissoute. Un seul. Attends. Malgré la pression de l'OSA, il entend bien poursuivre son combat. Attends, on va regarder. J'ai toujours plein de trucs dans mes poches. Mais l'OSA se montre aussi très tenace. Ses agents ne s'écartent pas des directives fixées par Ron Hubbard. Et ils disposent d'un moyen très convaincant pour arriver à leur fin, l'argent. Beaucoup d'argent. L'OSA ne perd pas de procès. C'est ce qu'on entend dire. Après mon départ, j'ai découvert que la scientologie était parvenue à un règlement à l'amiable dans le cadre de 9 actions en justice engagées par d'anciens membres. Ces membres avaient poursuivi la scientologie et ils avaient ensuite été payés pour retirer leurs plaintes. Je peux vous assurer qu'une grande majorité des scientologues ignorent qu'un individu a touché 9 millions de dollars pour renoncer à ses poursuites contre la scientologie, et que d'autres membres ont reçu des centaines de milliers de dollars pour ne pas la dénoncer. Je peux aussi vous assurer que la majorité des membres qui versent de l'argent à la scientologie ignorent que cet argent sert à acheter le silence des ex-membres ou des ex-employés de la scientologie. Nous quittons Paris en restant sur notre faim. Notre demande d'interview officielle avec la scientologie s'est soldée par un courrier de refus. Nous aurions pourtant bien voulu en savoir plus sur les agents infiltrés au sommet de l'État et sur la disparition mystérieuse de documents compromettants. Nous n'avons pas plus de chance en frappant à la porte de l'antenne allemande de l'OSA. Jürg Stettler, responsable des départements presse et affaires juridiques de la secte, refuse toujours de se prêter au jeu de l'interview. Sabine Weber, présidente de la Scientologie de Berlin, décline aussi notre invitation. Elle nous renvoie vers Jürg Stettler. Le porte-parole international de la Scientologie, Tommy Davis, reste lui aussi muet et ne réagit à aucune de nos sollicitations. Nous décidons alors de traverser l'Atlantique pour rejoindre le quartier général de la Scientologie, basé à Hollywood. Là aussi, on entend toujours le même son de cloche. Tommy Davis reste injoignable. Cette fois, nous allons directement à la source, le siège central de la Scientologie à Hollywood. Voici les bâtiments du siège surnommé Big Blue. Il emploie 1 millier de scientologues. Il y a toutes les chances que Tommy Davis se trouve dans les parages. Les rues sont quasiment désertes. Il y a des caméras de surveillance partout, même dans les arbres. Très vite, tous les scientologues sont avertis de notre présence grâce aux petits récepteurs qu'ils portent à la ceinture. On leur interdit d'entrer en contact avec nous. Pour eux, les journalistes font aussi partie des suppressifs. Hello, please, may we ask you a question? This is German television. I'm afraid not. And we want to know why you are... Why nobody wants to talk to us here. Oh, I see. Okay, got it. Please, what is the reason for that? The Scientologists not talk to anybody. I'm sorry, I have to go. Please, German television. May we ask you a question?
Why are you all hiding? Les agents de sécurité sont omniprésents. Ils informent le service de presse de notre arrivée. Au bout d'un moment, une femme vient à notre rencontre. Elle est visiblement la seule personne habilitée à nous parler. Yes, we have already asked your office of public affairs, like Mr. Tommy Davis, to give us an interview, and I hope very much that we will succeed in having him on the camera. Okay, well, you know what? He'll get back to you as soon as he has a chance to. But you know what? If you're walking around and disturbing the parishioners, it's going to make it that much tougher. Oh no, we don't want to to disturb the parishioners. Of course, we would not go into a Scientology church if there was one. But right. What do you mean if there was one? We have these other churches right here. Pour nous, ces lieux n'ont rien de religieux. On dirait plutôt les locaux d'une entreprise commerciale. Un peu plus loin sur Hollywood Boulevard, nous découvrons le siège international de l'OSA, situé dans les anciens bâtiments d'une banque. Tommy Davis se cache-t-il dans le secteur? Le site est bien sûr sous vidéosurveillance. Il y a très peu de passages dans les environs. Depuis son QG ultra protégé, David Miscavige dirige en toute discrétion, avec une centaine de proches collaborateurs, un réseau d'informateurs, de lobbyistes, d'avocats et de détectives. Voici comment procède la Scientologie et l'OSA. Ils embauchent des avocats qui recrutent à leur tour d'autres avocats ou une agence de détectives privés qui font ensuite appel à d'autres détectives privés pour surveiller des ex-scientologues ou des détracteurs de la Scientologie. Il y a donc plusieurs niveaux d'organisation entre la personne cible et l'OSA. Ainsi, il est difficile de prouver que tel détective travaille pour telle agence, qui est elle-même au service de tel avocat, qui lui travaille pour un autre avocat au service de l'OSA. C'est bien rodé, ça fonctionne comme ça depuis 50 ans. Sur Internet, nous trouvons très peu d'informations concernant Tommy Davis. Nous réussissons à avoir son numéro de portable par des ex-scientologues. Mais nous tombons toujours sur sa messagerie vocale. Nous découvrons un reportage sur la scientologie, réalisé par des journalistes américains qui ont réussi à interviewer Tommy Davis. Comme toujours, le porte-parole de la secte ne répond pas aux questions gênantes, notamment sur les références à la science-fiction qui sous-tendent la doctrine de Ron Hubbard. Tout à coup, Tommy Davis coupe court à l'interview. Être le porte-parole d'une telle organisation, c'est comme être sur un siège éjectable. Cela fait maintenant des mois qu'il n'est pas apparu en public. Nous demandons à des ex-scientologues où il pourrait se trouver actuellement. Les réponses sont sans équivoque. Voici le repère de David Miscavige dans le désert californien. Au cœur du site, ce bâtiment est décrit par les dissidents comme un camp de rééducation où sont enfermés les éminents scientologues devenus impopulaires. Tommy Davis serait-il ici? Certaines personnes, moi y compris, devaient retrousser leurs bas de pantalon et ramper à quatre pattes sur les tapis intérieurs et extérieurs des bâtiments. À première vue, ça n'a pas l'air méchant. Mais à force de faire ça, on finit par s'érafler et par se brûler les genoux et la paume des mains. Au bout du compte, on a les genoux et les mains en sang, et c'est assez douloureux. Les adeptes étaient contraints de ramper comme ça, en guise de punition pour ne pas avoir admis certaines choses qu'ils étaient censés admettre. Bien que l'on fasse état de violation des droits de l'homme dans ces locaux depuis des années, la police n'y a encore jamais réalisé de coup de filet. Quand les enquêteurs interviennent poliment, on leur explique que toutes les personnes sont ici de leur plein gré et qu'aucune plainte n'a été déposée. On peut se demander pourquoi la sphère politique américaine tolère cette situation. Nous avons déposé 35 demandes d'interview sur la scientologie auprès de maires, de députés du Congrès et du Sénat et d'anciens ministres. Elles ont toutes été refusées. Nous faisons une dernière tentative lors d'une séance de questions publiques au conseil municipal de Los Angeles.
C'est ici que siège le politicien responsable du district abritant le QG de la scientologie. Tous les citoyens américains ont le droit de poser des questions. David, notre collègue américain, remplit le formulaire. Peu après, l'attaché de presse informe le député Eric Garcetti de notre demande. Sa réaction ne se fait pas attendre. On nous invite de façon claire et nette à quitter la salle. À Los Angeles, des politiciens locaux couvrent souvent les activités de la scientologie. Ce n'est un secret pour personne. Certains adversaires ont fait une découverte étonnante. Ces documents représentent les dons qu'a reçus Jeff Stone, un politicien de la région. Au total, il s'agit d'une somme importante, répartie en petits versements provenant de scientologues. C'est ainsi que la secte camoufle ses contributions, destinées à s'assurer le soutien des autorités politiques locales. Nous visionnons aussi une vidéo réalisée par des adversaires de la secte, qui demandent des explications à Jeff Stone. Ce politicien s'occupe du district où habite David Miscavige. Why are you walking away from that? This is serious stuff, sir. Jeff Stone fuit les caméras. Tout de suite après, un des détracteurs est arrêté sans motif. Why are you arresting him? Excuse me, I want to know. I just have a seat in here. Doesn't he have the right to know? Have a seat. Jeff Stone told him to arrest me. Have a seat. Jeff Stone told him to arrest me. I'm going to tell you one more time. Please okay? tell me why If you don't are listen, arresting me. I'm going to tase you, okay? Okay, as an Okay, officer, go ahead you and have a seat. need to Have tell a me seat. why you're arresting me. Have a seat. I'm violating your... Why? Why? Au fil de l'enquête, nous découvrons d'autres accointances entre scientologie et politique qui vont jusqu'à la Maison-Blanche. Sous le gouvernement de Bill Clinton, la scientologie a été exonérée de toute imposition fiscale. Quant à son épouse Hillary, elle a soutenu des organisations liées à la secte, notamment Narconon. De plus, l'ancien président a écrit plusieurs articles dans la revue scientologue Freedom. Comment cela s'explique-t-il ? À Hollywood, on peut recueillir des fonds importants, notamment pour alimenter le financement des campagnes électorales. C'est la raison pour laquelle il existe ici des liens étroits entre la scientologie, les stars et la politique. Au cours de ces galas, des scientologues riches et célèbres sont souvent sollicités pour faire des dons. Si la plupart ignorent à quelle fin l'OSA utilise leur argent, certains ont pourtant ouvert les yeux. Ce garçon a grandi dans l'entourage de scientologues célèbres, comme le jazzman Chick Corea et l'actrice Kirstie Alley. Il s'agit du chanteur Tiziano Lulli. Dans la communauté italo-américaine, Tiziano Lulli est aujourd'hui une star. De parents scientologues, il a été endoctriné depuis son plus jeune âge. Il affirme n'avoir rien soupçonné au sujet des intrigues qui agitaient la secte. Mais en 2000, il décide de la quitter. Le chanteur habite sur les hauteurs de Hollywood. Nous acceptons volontiers sa proposition de venir l'interviewer à son domicile. À une époque, il était très courtisé, comme tous les scientologues célèbres. Depuis qu'il a quitté l'organisation, il est surveillé 24 heures sur 24. J'ai tout plaqué parce que j'avais vu trop de choses. La scientologie n'était plus telle que je l'avais connue. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait au sein de l'Église. L'extorsion d'argent, l'absence flagrante de compassion. Tout ça me faisait penser aux nazis. J'ai toujours détesté ça. La scientologie justifie ça en brandissant la notion de liberté comme une carotte et en disant « tu dois faire comme ça parce que nous faisons comme ça ». Tout ça n'a aucun sens, mais c'est justifié par cette histoire de liberté ultime, qui vous permet de devenir un surhomme. C'est comme ça qu'ils vous vendent le truc. Tiziano Lulli filme les détectives de l'OSA. Il a déjà enregistré et identifié plus de 70 privés chargés de le surveiller. Vous voyez le gros là? C'est le même qui était devant chez moi. Pour devenir un surhomme au sens scientologue, Tiziano Lulli a dépensé des centaines de milliers de dollars. Quand il a raccroché les gants, il a perdu presque tous ses amis de l'époque. Pourtant, il ne regrette pas sa décision, malgré toutes les tracasseries qu'il subit.
Pour l'OSA, il fait maintenant partie des suppressifs, mais il ne se laisse pas intimider pour autant. Il a bien l'intention de signaler au grand public les agissements du service de renseignement. Il décide alors d'inverser les rôles et de surveiller ceux qui le surveillent. Ils sont toujours aux mêmes endroits. Maintenant, c'est assez intéressant, parce qu'ils sont sans doute en mode fuite. Certains sont vraiment timides. Ils n'aiment pas qu'on les approche de trop près. Il y a un type qui met un bandana comme ça, pour s'assurer qu'on ne filme pas son visage. Je crois qu'ils perdent leur boulot si on les reconnaît. Pour eux, fini l'anonymat si on les filme et qu'on met la vidéo sur YouTube. Tiziano Lulli a eu du flair. Un des privés vient de s'arrêter sur un parking. Locking himself down. See, what movie is he watching? Hey, how are you? What are you doing down here? Sur le siège du passager, il a laissé des notes en évidence. Cette tactique de renseignement appelée enquête publique est destinée à intimider la victime. You have a problem me watching you now? You have no problem watching me, so why should you have a problem with me watching you? You're getting money from a corrupted organization, man. How the hell do you sleep at night? You know, they're doing human trafficking, slavery, forced abortion, beatings, violence. All right, have a good day. What a great day you're gonna have. Le chanteur a dû sécuriser sa maison à grand renfort de systèmes d'alarme et de caméras de surveillance. Les images sont retransmises sur son portable 24 heures sur 24. C'est bien d'être toujours en mesure de savoir qui est chez moi. En plus, j'ai les enregistrements, à n'importe quel moment. Les voisins ont peur des détectives et appellent souvent la police. Mais Tiziano Lulli est tenace et ne veut pas être réduit au silence. Depuis le temps, ils devraient savoir que l'argent qu'ils reçoivent a été extorqué à des gens qui ont subi un lavage de cerveau. Les dirigeants de la scientologie disent qu'ils sauvent la planète. Mais en réalité, ils dépensent 50 000 $ par jour juste pour nous surveiller. Moi, Jason Biggie, Mike Rinder et Marty Rathbone. L'OSA reçoit donc des sommes colossales pour traquer ses adversaires. Voilà donc l'envers du décor. Tant qu'elles jouent le jeu, les célébrités sont toujours les bienvenues. Comme ici, lors des rencontres Tétan, un gala organisé en 2007. Les stars sont le trait d'union entre la secte et le monde politique. Des politiciens reconnaissent incidemment, lors de conversations confidentielles, qu'ils sont persuadés d'agir de façon juste en soutenant la scientologie. Selon Mike Rinder, c'est une question de réciprocité. Il y a toujours une contrepartie pour ce genre de choses. On entend dire vous voulez que Tom Cruise vous soutienne aux prochaines élections et qu'il vienne à votre prochain gala pour récolter des fonds? Vous voulez John Travolta? Rien de tout cela n'est écrit, mais c'est comme ça que tout se fait à Washington. Nous entamons la dernière partie de notre enquête. Destination Clearwater, en Floride, la Mecque des scientologues. Là-bas, la secte a presque atteint son but, créer un monde peuplé uniquement de scientologues. Clearwater était autrefois un lieu de villégiature apprécié. Aujourd'hui, les habitants disent que la ville est aux mains des scientologues. Des milliers d'adeptes du monde entier viennent ici pour, selon la doctrine scientologue, monter sur le pont qui mène à la liberté totale. Ils participent à des séminaires très onéreux et à des séances d'audition. C'est à Clearwater que bat le cœur de la secte. Chaque semaine, la scientologie réaliserait ici un chiffre d'affaires de 2 millions de $. Les soldats de la secte, omniprésents dans le paysage urbain, accomplissent leur travail quotidien pour un salaire de misère. L'OSA recrute aussi ses membres au sein de la Sea Org, une organisation paramilitaire scientologue.
Un vigile veut nous chasser et appelle la police. Un officier de police nous arrête sans tarder. Is your last name Willibald? No, my last name is Nordhausen. Where's it here? Up there. Oh. Nous sommes soumis à un contrôle minutieux et devons promettre de ne pas pénétrer plus avant sur le site. Puis, nous avons le droit de repartir. Nous passons devant un des immenses complexes d'habitation où sont regroupés les scientologues. Tout y est organisé comme dans un quartier de haute sécurité. Luc Lirotte, ici à gauche, est un avocat bien connu à Clearwater. Il représente avec succès des victimes qui poursuivent la secte. Ça me rend triste. Clearwater était une petite ville magnifique, avec plein de boutiques et de commerces. C'était une station balnéaire réputée, sans doute la perle de la côte ouest de la Floride. Nous avons l'une des plus belles plages du monde. Quand on traverse Clearwater aujourd'hui, on se rend compte des dommages causés non seulement par la crise économique, mais aussi par la présence du quartier général de cette organisation très agressive. Elle dissimule des tas de choses au grand public et s'acharne à conquérir l'univers et à transformer tous les gens en scientologues. Ça me dérange beaucoup. Nous nous arrêtons au centre-ville. Depuis le milieu des années 80, les habitants de Clearwater tentent de résister à l'invasion des scientologues. Mais que peuvent-ils faire face à la toute-puissance financière de la scientologie? Celle-ci continue à influencer largement de nombreux domaines de la vie publique. La politique, l'économie, la justice et la culture. Si les adversaires opposent une résistance, l'OSA prend les choses en main à coups d'intimidation, de pots de vin et de lobbying. Voici un exemple parfait. À Clearwater, il y avait un juge très engagé contre la scientologie. À l'époque, ils avaient organisé un gala de danse dans leurs locaux et avaient invité le juge en question. Le but de toute cette mise en scène, c'était que John Travolta danse avec la femme du juge. Tout était fait pour en arriver au moment où John Travolta aborderait cette femme en lui disant « Est-ce que vous m'accordez cette danse ?» Depuis, le juge peut dire à tout le monde que sa femme a dansé avec John Travolta. Il va sans dire que ce juge n'est plus une menace pour la scientologie à Clearwater. La municipalité paie un lourd tribut. Comme la scientologie ne verse pas d'impôts, Clearwater est en faillite. Les commerces mettent la clé sous la porte les uns après les autres. Les habitants désertent le quartier où règne une ambiance digne des romans de George Orwell. En descendant de voiture, nous sommes filmés par les vigiles et les agents de l'OSA. Nous demandons à un scientologue où se trouve son chef, Tommy Davis. Where's the director? You can forward all your questions to Freedom Magazine. Are you a Scientologist? You can forward all your questions to Freedom Magazine. Are you a robot? You can forward all your questions to Freedom Magazine. À Clearwater, il apparaît clairement que la scientologie et l'OSA disposent de moyens presque illimités afin de garantir ce que Ron Hubbard appelait la survie de la scientologie. Des moyens illimités et exonérés d'impôts. La scientologie est une grosse entreprise. Elle pèse des millions de dollars, peut-être même des milliards. Au bout du compte, celui qui a le plus de jetons sur la table est celui qui prend le dessus. Et la scientologie pratique ce jeu à la perfection. Le soir venu, nous quittons la Mecque de la scientologie. Dans les bureaux, la lumière reste allumée jusque tard dans la nuit. On dit que l'OSA ne ferme jamais l'œil.